On est en Corée du Sud. Des centaines de personnes sont en uniforme bleu dans une cour. Ils ont entre 7 et 80 ans. Ces gens n'ont pas de nom, juste des numéros. C'est pas des bandits, c'est pas des délinquants, c'est des gens comme vous et moi. Et ils sont tous arrivés de la même manière, dans un fourgon, par petits groupes de 5 ou de 8. Tout autour d'eux, il y a des grands bâtiments en béton, des grands blocs froids qui cachent le ciel. C'est comme des tours avec plusieurs étages. Et derrière ces bâtiments, il y a un mur de 10 mètres de haut. Et encore derrière, une forêt à perte de vue. Personne ne peut s'enfuir de là. Comme tous les matins, ces centaines de personnes viennent de sortir de leur grand dortoir, des grandes pièces avec des lits superposés. Les gardes, qui ont des armes à la main, sont en train de réunir tout le monde vers le centre de la cour. Il va s'y passer un jeu spécial. Tout le monde a l'air amaigri, fatigué, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Pourtant, quelque part dans ce complexe, il y a un coffre avec des millions de dollars. Personne ne verra la couleur de cet argent, sauf une personne. D'un coup, tout le monde se fiche dans la cour. Un homme en uniforme bleu se tient debout, en hauteur, sur un escalier. Il y a un instant de flottement où tout paraît suspendu, et puis il saute, la tête la première. Son crâne explose quand il touche le sol. Pourtant, personne crie, personne pleure. Là, il y a un garde qui arrive, qui nettoie le sang et les morceaux de cerveau au sol, et un autre embarque le corps. Et voilà, tout reprend comme si de rien n'était. Peut-être que cette histoire vous fait penser à quelque chose. Peut-être que vous pensez à la série Squid Game. Pourtant, cette histoire est une histoire vraie. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brothers Home, l'histoire qui pourrait avoir inspiré Squid Game. Cette vidéo est sponsorisée par le navigateur Opera. Ça vous permet d'aller sur internet, mais c'est capable de beaucoup plus. Et en plus, c'est gratuit, je vous explique. Déjà, avec Opera, on a un VPN intégré et gratuit. Il n'y a besoin d'aucune extension, c'est vraiment intégré et ça nous permet de naviguer en privé et de masquer notre position sans que notre activité soit enregistrée ou que nos données soient collectées. C'est super facile à utiliser et à contrôler. En fait, il suffit d'appuyer sur l'icône VPN à gauche de la barre de recherche et on peut facilement changer de région. Et puis, tu peux trier tes onglets par groupe avec les îles d'onglets. Alors ça, c'est la meilleure chose. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours 36 000 onglets. Ça, c'est ma vie. Avec Opera, tu peux regrouper les onglets par dossier, par thème ou par projet. Regardez comme c'est clean. On peut les développer ou les regrouper pour gagner de la place, c'est vraiment super pratique. Et grâce aux traces d'onglets, on peut facilement savoir quel onglet on a visité le plus fréquemment. En fait, plus le trait de soulignement est foncé, plus l'onglet a été visité récemment. Et le truc très cool, c'est Aria. C'est un outil IA intégré dans Opera. Il suffit d'appuyer sur commande Shift/ ou CTRL Shift/, et là la ligne de commande d'Aria apparaît, il suffit de lui demander quelque chose et boum, c'est fait. Tu peux générer des images, poser des questions, grouper des onglets, épingler des pages web, enfin tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux même télécharger des images et obtenir plus d'informations à leur sujet. C'est vraiment un outil super puissant qui est intégré et gratuit. Une autre chose que tu peux faire, c'est séparer ton écran en deux. C'est super simple, il suffit de glisser sa fenêtre vers le bas et voilà, plus besoin de fenêtres de navigation multiples. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Moi, par exemple, j'aime bien prendre des notes et avoir un article à côté. Je travaille vraiment sur deux plans différents, donc c'est pratique d'avoir les deux fenêtres en même temps. Ou si tu travailles avec ton calendrier visible à côté, c'est bien aussi. Il y a vraiment plein de fonctionnalités super cool avec ce navigateur. En plus de ça, il est gratuit, alors n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description. Avant de continuer, spoiler alerte, je vais vous parler de Squid Game, notamment de la saison 1 et 2. Je vais pas vous dire qui meurt, les gros plot twists, mais je vais être obligée de vous raconter certaines choses. Donc Squid Game, c'est une série nord-coréenne qui est ultra populaire. En gros, l'histoire commence avec un homme en costume qui approche des gens dans la rue. Et ces gens, ils ont un point commun, ils ont tous des dettes à rembourser. Des grosses dettes, le genre qui peut vraiment ruiner ta vie. Et donc cet homme en costume les approche et leur propose de jouer à un petit jeu avec lui, et si la personne gagne, elle remporte un gros billet. Ces personnes-là, elles sont pleines de dettes au bord de la ruine financière, donc évidemment elles acceptent de toute façon, qu'est-ce qu'elles ont à perdre. Alors ils font un petit jeu, imaginez un jeu du genre pierre, feuille, ciseaux, en fait le jeu change à chaque saison, donc en gros un petit jeu d'enfant. Du coup super simple, la personne finit par gagner, c'est littéralement un jeu d'enfant. Mais à l'issue de ce petit jeu innocent, l'homme leur fait une proposition assez dingue. Tu vois le petit jeu qu'on vient de faire, c'était super simple et t'as gagné. Eh ben, je te propose de jouer à ces jeux d'enfants contre 400 autres personnes, et si tu gagnes 40 millions de dollars. C'est une offre plutôt cool et ça a l'air vraiment simple.
Alors les gens disent ok, ils montent dans un fourgon et là ils sont emmenés dans un grand complexe perdu dans la nature au milieu de nulle part, totalement inaccessible. Mais ce que les gens apprennent une fois là-bas, c'est que si tu perds ces jeux, bah, tu perds la vie aussi. Mais le truc c'est que c'est trop tard, une fois qu'ils sont dans le jeu, ils peuvent plus retourner en arrière. Tout le long des jeux, les joueurs se combattent à mort pendant qu'une tirelire géante se remplit. Et cette tirelire, elle est réservée aux grands gagnants. Il y a 400 personnes, mais il n'y a qu'une seule personne qui survit. Voilà pour le rapide résumé. Squid Game, c'est vraiment l'histoire de ce jeu morbide dans lequel les participants doivent jouer jusqu'à la mort. Choi, 14 ans, rentre de l'école quand une grosse main l'attrape par l'épaule. Devant lui, c'est un homme adulte en costume qu'il fixe. Et puis l'homme se met à jouer à un petit jeu très bizarre avec lui. Il prend un briquet, il attrape les parties intimes de Choi et il commence à approcher une flamme en dessous. Il lui demande alors s'il a volé du pain. Choi lui dit que non, il a absolument pas volé de pain, il lui dit de le laisser tranquille, il veut rentrer chez lui, il vient de rentrer de l'école, ses parents l'attendent à la maison. Mais l'homme insiste, il lui dit qu'il suffit juste qu'il avoue. S'il avoue, il le laissera partir. Et Choi commence à avoir peur, il se met à pleurer, la flamme le brûle de plus en plus, lui il veut juste rentrer chez lui. L'homme attend avec sa flamme comme ça, et il lui répète qu'il suffit juste qu'il avoue. S'il avoue qu'il a volé du pain, il va le laisser partir. La douleur est insoutenable, alors au bout d'un moment, il craque et il lui dit « Ok, c'est moi qui ai volé le pain ». L'homme s'éloigne alors et il passe un coup de fil. Et quelques secondes plus tard, il revient, il attrape Choi, et là il y a une fourgonnette blanche qui débarque à toute vitesse, qui se gare devant eux, et l'homme balance Choi à l'intérieur. En fait, c'est pas une fourgonnette vraiment, c'est un camion réfrigéré sans fenêtre à l'arrière, avec une chambre froide derrière, genre. Donc l'homme jette Choi dedans et referme les portes derrière lui. Et Choi se retrouve à l'intérieur, il fait noir complet, il comprend pas du tout ce qui se passe, et il panique évidemment, sauf que là il sent une présence. Et en fait, il remarque que tout autour de lui, il y a d'autres enfants, il y a plein d'autres enfants. Il y en a une douzaine qui attendent silencieux dans le noir. Et le camion se met à rouler. Et c'est vraiment long. Choi perd la notion du temps parce qu'il est dans le noir et il n'arrive pas à suivre. Mais peut-être au bout de 30 minutes, il entend des branches racler la paroi du camion. Donc il se dit « Ok, on doit avoir quitté la ville, on doit être dans la forêt ». Et puis le camion s'arrête d'un coup. La porte arrière s'ouvre. Et il fait nuit dehors. Choi et les autres enfants dans le camion ont aucune idée d'où est-ce qu'ils se trouvent. Ils viennent d'être kidnappés concrètement. Et là, ils se trouvent au milieu de nulle part. Des hommes s'approchent alors de la porte avec des lampes torches. Ils tiennent tous des gros bâtons en bois et on voit des taches rouges dessus. On dirait vraiment du sang. Un des hommes leur crie de sortir, alors les enfants sont terrorisés et ils sortent les uns après les autres. Et donc ils sont dans une forêt, dans une grosse forêt dense. Et devant eux, au milieu de cette forêt, il y a l'entrée d'une immense structure. Une porte en fer d'environ 8 mètres de large et de 4 mètres de haut. Derrière, il y a des rangées entières de bâtiments en ciment, tous identiques, disposés en cercle. Il y a une sorte d'arène centrale au milieu, une cour avec tous les bâtiments tout autour. C'est un peu comme si c'était un stade en fait. Et donc les enfants sont amenés au centre de cette cour. Et ils ont à peine le temps de comprendre ce qui se passe que des hommes s'approchent avec des rasoirs et leur rasent la tête. C'est la première chose qu'on leur fait. Mais alors, c'est pas un rasage bien fait, c'est vraiment n'importe quoi. C'est coupé à des hauteurs différentes, c'est vraiment rasé n'importe comment. Les gardes blessent même le crâne de plusieurs enfants. C'est vraiment plus... On dirait que c'est plus une humiliation que quelque chose pour l'hygiène, en fait. Ensuite, les enfants sont alignés. Et puis, on les prend en photo. Chaque enfant tient une plaque avec un numéro individuel. À partir de là, ni Choi ni les autres enfants n'auront de prénom. Ils seront juste des numéros. Ensuite, d'autres hommes armés de bâtons en bois distribuent à chacun un uniforme bleu. Tous identiques, chacun avec un numéro. Et puis, un garde fait une annonce. Vous allez enlever vos vêtements, vous faire fouiller et enfiler vos nouveaux uniformes. Vous me donnez tous vos effets personnels, vos vêtements. À partir de maintenant, votre seule possession, c'est cet uniforme. Voilà, c'est votre nouvelle vie. Petite pause, si vous aimez écouter mes histoires, vous pourriez bien aimer les lire. Dans mon livre Connexion mortelle, je vous raconte 10 histoires terrifiantes du web et des réseaux sociaux. Il est disponible partout, en librairie, en ligne et en livre audio. On repasse à la suite. Bienvenue dans l'enfer de Brothers Home. Quand on entre dans ce camp, on comprend
très vite que c'est impossible de sortir. C'est vraiment un aller sans retour. Il y a des murs de 10 mètres de haut absolument infranchissables et au-dessus des murs, il y a des morceaux de verre hyper tranchants, donc impossible de sortir. En plus de ça, un peu partout, sur les toits, dans la cour, autour des bâtiments, il y a des gardes qui patrouillent partout. Chaque matin, à 5h30, une alarme militaire résonne. Là, il y a des centaines de personnes qui sortent de grands dortoirs avec des lits superposés en métal. Ils sont habillés en uniforme bleu et ils avancent en silence. Et on voit tout de suite qui sont les nouveaux et qui sont les anciens, parce que les anciens, ils traînent pas, ils savent quoi faire, ils connaissent les règles. Les nouveaux, comme Choi et le petit groupe d'enfants, eux, ils sont totalement perdus, mais ils vont bien vite apprendre, malheureusement. Tous ces gens ont passé la nuit dans les dortoirs, enfermés, il y a des gros cadenas à l'extérieur. Et pour les nouveaux, ça a été une nuit terrifiante. Imaginez, tu te retrouves là, sans tes parents, tu sais pas du tout pourquoi tu es ici, personne t'explique. Alors il y en a plein qui ont passé la nuit à pleurer, il y en a d'autres qui ont fait semblant de dormir aussi quand ils entendaient les pas des gardes approcher dans les couloirs, parce que ça aussi c'était super anxiogène pour ces enfants. T'entends des gardes faire des rondes, tu sais pas pourquoi. Pourquoi je suis là? Une fois que l'alarme a retenti, ils ont eu 5 secondes pour faire leur lit. Je pense que c'est plus rapide qu'à l'armée. Donc ils ont dû faire leur lit et à la perfection en plus. Ensuite, il y a un garde qui est arrivé, qui a vérifié que tout était parfait et ils ont été comptés. En tout, il y a environ 3500 personnes rassemblées dans la cour centrale. Plus ou moins 1000 d'entre eux sont des mineurs, certains ont à peine 4 ans, mais la majorité c'est des adolescents qui ont 12, 13, 14 ans. Ensuite, il y a des jeunes adultes dans la vingtaine, certains dans la trentaine et quelques personnes plus âgées qui sont en minorité. L'étape suivante, c'est le bâtiment sanitaire. C'est le moment de se laver, sauf que là, ils ont 3 secondes d'eau chacun pour se laver entièrement, le corps, les cheveux, les dents, tout. Après ici, ça prend moins de temps que chez eux, parce qu'à la place du dentifrice et de la brosse à dents, ils ont leurs doigts et du sel. On leur donne du sel pour se laver les dents, donc ils frottent le sel sur leurs dents comme ça, avec 3 secondes d'eau. Et pendant toutes ces étapes, si l'un d'entre eux est trop lent, il est frappé à coups de bâton par les gardes. Et quand ça arrive, personne ne bouge, personne ne crie, rien du tout, parce que tout le monde sait que si on se fait remarquer, on se fait battre à notre tour. Des fois, il y a tout un groupe qui est puni à cause de la lenteur d'une seule personne. Donc, tout le monde se tient dans les rangs, personne ne bouge quand quelqu'un se fait battre. Sauf qu'il y a des enfants de 7 ans qui n'ont jamais marché en cadence de leur vie, qui n'ont jamais lavé leurs dents en 3 secondes, qui n'ont jamais fait leur lit comme à l'armée, et donc ils se font battre très très facilement. Ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas où sont leurs parents, et ils doivent quand même obéir, et bien obéir, parce que sinon, ils se font battre. Si un enfant prend du retard, et qui vient, même s'il vient tout juste d'arriver, et qui connaît pas les règles, il est traîné dans un coin, et il est battu jusqu'à ce qu'il soit recroquevillé au sol, en position fétale, recouvert de sang, en train de le supplier qu'on le laisse tranquille. Si quelqu'un essaye de s'interposer, rien va changer, la seule chose qui changera, c'est qu'il y aura 2 personnes à se faire battre. Voilà comment se passe un matin à Brothers Home. Le point commun entre tous les prisonniers de Brothers Home, je pense qu'on peut les appeler des prisonniers, c'est leurs blessures. Ils ont des plaies infectées partout. Leurs corps sont couverts de bleu, de plaies ouvertes. C'est vraiment pas beau à voir. Comme je vous disais, leurs crânes ont été rasés à la va-vite. Ça, c'est vraiment le rituel de passage pour tout le monde, enfant ou adulte. Et il y en a qui ont encore des cicatrices de ce rasage. Et puis, il y a la démangeaison constante. Parce que là-bas, tout le monde souffre de maladies de peau graves, souvent de l'eczéma sévère. En fait, les conditions d'hygiène sont affreuse parce que tout le monde partage des couvertures jamais lavées avec du sang dessus, des résidus humains, des matières, enfin bref, ça aussi on va y revenir, mais les maladies circulent super facilement. En plus, tous les jours, ils sont obligés de se frotter la peau avec du gros sel, même en hiver, avec de l'eau glacée. Évidemment, dans les douches, c'est pas de l'eau chaude. En hiver, c'est vraiment pire parce que tout le monde est gelé. L'uniforme bleu protège vraiment pas du froid, mais évidemment, c'est le seul vêtement que tout le monde a, donc tout le monde y fait super attention. Si la fermeture éclair casse ou si l'élastique du pantalon tombe, le froid va s'infiltrer, numéro 1, mais en plus, les gardes vont les tabasser. Donc, double punition, ils font super attention à leur uniforme.
Le froid fait des ravages, leurs lèvres saignent constamment, certains ont eu les orteils gelés, certains ont carrément perdu des orteils, ils ont dû se faire amputer. Et vous savez ce que les gardes faisaient sur les parties du corps que les gens perdaient, sur leurs orteils, sur leurs pieds amputés? Eh bien, ils frottaient du gros sel dessus. On ne sait pas trop pourquoi, ils frottaient du gros sel dessus. Beaucoup de détenus ont des poux pubiens et c'est infernal parce que la sensation de démangeaison est affreuse. C'est comme des millions de petits insectes qui te courent dessus. Et ça, c'est vraiment une épidémie là-bas. La nourriture. Alors, comme vous pouvez vous en douter, à Brothers Home, c'est vraiment pas un 5 étoiles. Il y a 2 créneaux pour les repas de 3 minutes et demie. 3 minutes et demie pour attraper son plateau, s'asseoir, engloutir la nourriture et laisser sa place au suivant. Les gens se font frapper, tabasser s'ils ne mangent pas assez vite, mais manger en à peine 3 minutes, c'est peut-être pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est peut-être d'avaler cette nourriture. Au menu, on a souvent du riz pourri, moisi, infecté de petits insectes. On a aussi du poisson avarié, c'est vraiment immonde, sans assaisonnement. Des fois, ils ont du chou fermenté à côté, avec comme seul assaisonnement du sel. Et parfois, ils ont de la soupe, mais la soupe, c'est en fait juste de l'eau avec quelques morceaux de radis qui flottent dessus. Les ingrédients sont presque toujours moisis, presque toujours en décomposition. Donc voilà, imaginez 3500 personnes dont la grande majorité est en intoxication alimentaire. La grande majorité ne peut pas aller aux toilettes ou se laver quand ils veulent. Donc imaginez ce que ça sous-entend pour l'hygiène générale. Tout le monde est affamé en permanence, tout le monde est malnutri et beaucoup ont la peau sur les os. Certains apprennent des choses qu'on penserait jamais apprendre un jour. Par exemple, si tu manges trop de pommes de pin, d'aiguilles de pain, tu vas avoir la diarrhée pendant des jours. Par contre, si tu décortiques les pommes de pin avec tes dents et que tu mâches la partie blanche qui est au milieu, c'est un peu comme un artichaut, tu peux pas vraiment l'avaler, mais ça te donne l'impression de manger quelque chose. Sinon, tu peux aussi attraper des mille-pattes ou des rats et les manger. C'est en fait le repas le plus nourrissant que tu peux avoir à Brothers Home. C'est vraiment ce que les gens font. Quelque part sur le camp, il y a une église gigantesque. L'église peut accueillir environ 3500-4000 personnes. Il y a des rangées de bancs d'église. C'est vraiment une grande église. Chaque dimanche, tous les prisonniers sont forcés de s'asseoir sur ces bancs. Et chaque dimanche, les gens en rouge sont appelés. Le pasteur Lim, debout devant son pupitre, appelle les gens en rouge à avancer. Ces gens-là, c'est des prisonniers comme tout le monde, sauf qu'ils ne portent pas l'uniforme bleu habituel. On leur a donné des sacs en toile de jute rouge avec une inscription dessus. Il y a une inscription sur le sac à chaque fois. C'est écrit « Je suis un pécheur qui a désobéi à la parole de Dieu ». Toute l'assemblée retient son souffle alors que le pasteur s'approche des personnes en sac rouge. Il pose doucement sa main sur leur tête et les gens s'inclinent. Le pasteur ferme les yeux et il dit « Au nom de Jésus, tu es puni ». Et puis il passe au suivant. « Au nom de Jésus, tu es puni ». Il fait comme ça toute une rangée de personnes, de 5, 10, 15 personnes habillées en sac rouge. Quand il a fini, le pasteur il se retourne, il se met de dos, personne ne voit ce qu'il fait. Et quand il se retourne à nouveau vers les gens, il porte des gants de boxe. Il en frappe un, violemment, et puis un autre, jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Dans l'assemblée de milliers de personnes, je vous rappelle, il y a des milliers de personnes qui sont là sur les bancs, tout le monde se tait. Les gardes les menacent avec leurs armes, ils sont en train de surveiller tout le monde est obligé de regarder la scène silencieux. Et donc tu as ces personnes en sac rouge qui sont au sol en train de se faire tabasser, qui hurlent, qui crient de douleur, dans le silence. Et puis finalement, le silence est total parce que ces gens sont morts. Le pasteur, avec ses gants de boxe, les a tabassés à mort, il les a tués à coups de poing. En fait, ces gens en sac rouge, ils mourraient pas tous pendant ce rituel de punition, mais le truc, c'est que si jamais ils mouraient pas, ils étaient conviés à reparticiper la semaine suivante à ce même rituel et à subir le même sort. Au fond du complexe, loin de l'odeur et des cris, se trouve le bureau du directeur. Le directeur, c'est vraiment un homme qui est très redouté et qui est impitoyable. Quand tu rentres dans le bureau du directeur, c'est jamais bon. Plusieurs personnes sont rentrées là et sont pas ressorties vivantes. Sa femme est là aussi, en fait c'est son bras droit. Et dans ce bureau, il y a un énorme coffre-fort. À l'intérieur, des millions de dollars.
Alors qui est vraiment cet homme? Qu'est-ce qui va se passer avec cet argent? On va y revenir. On a donc une église, une cantine, mais dans ce complexe de l'horreur, on a bien sûr aussi une aile médicale. Dedans, il y a une unité psychiatrique et une unité de soins. Mais bien sûr, on n'y soigne personne. En fait, on y envoie les rebelles, les gens qu'on n'arrive pas à briser, ceux qui ont perdu l'esprit à cause des coups, les femmes enceintes aussi, et là-bas, ils sont drogués en continu, battus et oubliés. Et s'ils allaient à peu près bien dans leur tête avant, leur passage à l'unité médicale les rend presque tous fous. Là-bas, ils sont vraiment traités comme des animaux et puis leurs soins médicaux sont complètement absurdes. Par exemple, quand quelqu'un a une blessure ouverte, comme je vous disais, quand quelqu'un se fait amputer par exemple, on lui frotte du sel directement sur la plaie, soi-disant pour désinfecter, mais en fait ça empirait juste les blessures. On a cette fois où un homme s'est ouvert le ventre sur un fil barbelé dans la cour. Ses intestins sortaient, ils l'ont amené à l'aile médicale et ils ont frotté du sel dans son ventre ouvert. C'est le soir à Brothers Home. Pour les nouveaux, dont Choi et les enfants qui sont venus avec lui, c'était la pire de toutes, mais ils ont appris les règles maintenant. Surtout la plus importante, la violence est constante. Parce que les règles sont tellement nombreuses et tellement strictes que c'est impossible de ne pas se faire frapper, c'est impossible de toutes les suivre. Même si tu tiens à carreau, il y a cette règle que si un désobéit, tout le groupe est puni. Donc dans cet endroit, on ne peut pas éviter les coups. Les gardes torturent des milliers de personnes et je vous le rappelle, certains ont à peine 4 ans et d'autres sont des personnes âgées. Mais tout le monde y passe. Dans le dortoir, tout le monde est couché, il n'y a plus aucun bruit. Juste avant, il y a un garde qui a hurlé extinction des feux et maintenant, c'est le silence total. Si jamais il y a le moindre bruit, les gardes entrent et frappent tout le monde. Ça arrive aussi qu'ils frappent juste une personne, qui se déchaînent sur juste une. Avec leur gros bâton en bois, ils donnent des énormes coups sur la tête d'une victime complètement au hasard. Chaque porte est refermée et verrouillée de l'extérieur avec un cadenas géant. Jusqu'à ce que la sirène militaire sonne à nouveau à 5h du matin. Mais pour Choi et les nouveaux, il y a encore une chose qu'ils n'ont pas appris sur cet endroit, il y a des jeux. Dans Squid Game, le concept de la série, c'est que tous les participants doivent jouer à 6 jeux en 6 jours, et si tu perds, tu meurs. Et c'est des jeux d'enfants du genre 1, 2, 3 soleil, la corde à sauter, ce genre de jeu. Et ben à Brothers Home, on a aussi ce genre de jeu, si on peut appeler ça comme ça. On a par exemple le jeu du pont de la rivière Anne. Les gardes ordonnent aux 3500 détenus, donc enfants et adultes, de créer un pont. Tout le monde est divisé en groupes de 50, ils doivent se mettre en ligne côte à côte, et en fait, ils doivent, comment vous expliquer? Ils doivent se mettre en position de pompe, les uns sur les autres, donc tu as les jambes sur les épaules de la personne derrière toi, et tes mains sont au sol. C'est faisable avec 2, 3, 4 personnes, ça commence à être plus compliqué à 10, mais là ils sont 50, c'est des groupes de 50. Le pont doit tenir au moins une demi-heure, assez longtemps en fait pour que les gardes puissent traverser le soi-disant pont de la rivière Anne. Il faut surtout pas tomber, c'est la règle. Si jamais tu tombes, tu te fais tuer. Et ce jeu-là, il existe juste pour divertir la direction. C'est hallucinant. Les perdants se font pas tuer à chaque fois, mais ils sont tabassés à un point où ils sont couverts de sang, d'hématomes, ils sont piétinés, tabassés. T'as beaucoup de chance si tu t'en sors sans un truc cassé au moins. On a aussi le jeu Hiroshima. Les gardes rassemblent tout le monde dans les dortoirs et écrient Hiroshima. Chaque personne doit se suspendre rapidement à l'envers, les jambes accrochées au bord d'un lit superposé. Le but là encore, c'est de ne pas tomber. Avec une petite difficulté, les gardes passent dans les rangs au hasard et ils frappent dans l'estomac des joueurs. J'utilise le mot jeu, j'utilise le mot joueur, mais bien sûr, c'est tout sauf un jeu. C'est de la torture, c'est vraiment gratuit. Et ce jeu, il est très sadique. Premièrement, c'est super dur de rester la tête en bas pendant tout ce temps, parce que pendant que les gardes vérifient que tout le monde est bien suspendu, et ben pendant tout ce temps, il faut tenir. Mais le sang monte à la tête, et du coup, il y en a certains qui s'évanouissent. Sauf que quand tu t'évanouis la tête en bas, tu tombes sur ton cou. Alors ça arrive que les gardes n'aient rien besoin de faire pour punir le perdant. Et puis l'anticipation du potentiel coup dans l'estomac quand t'as la tête en bas, c'est insupportable. Les gens étaient terrifiés.
Et là encore, si tu perds, c'est les gardes qui décident s'ils te tuent ou non. Il y a un autre jeu horrible qui s'appelle le Cup Roll. Ça, c'est un jeu où beaucoup ont fini avec une commotion cérébrale. En fait, les gardes déroulent une couverture, ils te plaquent dessus, ils réenroulent la couverture et ils commencent à te rouler à travers la pièce. Et si au moment où ils te mettent dans la couverture, tu protèges pas ta tête avec tes bras, eh ben t'as perdu. Parce que si t'enroules et que t'as pas protégé ta tête, du coup ta tête elle est à découvert si on peut dire. Et une fois que t'es enroulé dans la couverture, les gardes te donnent des coups de pied dans la tête comme s'ils tiraient dans des ballons de foot. Donc si t'as pas couvert ta tête suffisamment rapidement, c'est trop tard, t'as perdu. Mais il n'y a pas seulement la tête qu'il faut protéger, il faut réussir aussi à protéger un peu son ventre parce que les gardes donnent aussi des coups de pied dans le ventre. Et il y a un survivant qui raconte qu'il a vu des gens qui repliaient pas leur corps assez rapidement et leurs intestins se sont rompus. Il y a un autre survivant qui raconte qu'il a vu des gens sortir de ce jeu avec des bras et des jambes cassés. Il y a aussi le jeu du Calvary qui est un des pires. Le principe, c'est que les gardes prennent 2 personnes et les forcent à se battre. Ils doivent se battre à coups de poing jusqu'à ce que l'un d'eux soit presque mort. Le jeu ne s'arrête pas tant qu'au moins une personne, adulte ou enfant, j'insiste là-dessus, on fait vraiment pas la différence, a pas au moins le nez cassé, plusieurs dents manquantes ou cassées ou une commotion cérébrale. Tout ça pour se divertir, imaginez. Il y a un autre jeu où tu dois te mettre en position de V inversé avec ton front et tes pieds qui touchent par terre. Vous savez, un peu comme dans la position du chien tête en bas en yoga. Ça n'a pas l'air si affreux, sauf que comme dans 1, 2, 3 soleil, si tu bouges un tout petit peu, si ton corps tremble ou que tu fatigues, c'est fini pour toi. Ah et oui, tu dois tenir 1 heure comme ça. Il y a une autre variante qui consiste à être à genoux sur le gravier, un peu comme en train de prier avec la tête contre le sol et les mains derrière le dos. Si jamais tu bouges, les gardes viennent t'écraser la tête contre le sol. Mais ce jeu-là, il a une variante qui est vraiment horrible. C'est la même chose, sauf que au lieu de poser ton front sur le sol, tu dois poser ton nez. Tout le monde ici l'appelle la poudre de piment rouge parce qu'à la moindre pression, ton nez saigne, il y a du sang partout. Certains peuvent pas dormir ou manger pendant des jours tellement ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vu par ces jeux-là. Des fois, les jeux sont un peu moins créatifs. En fait, c'est juste de la torture sadique, c'est plus du tout un jeu, il n'y a plus aucun but. Par exemple, on a le jeu du clignotant. En fait, t'es debout devant un garde et il va crier clignotant gauche ou clignotant droit. Comme si toi, t'étais un véhicule, en gros. Lui, il est en face de toi et il actionne soit le clignotant droit, soit le clignotant gauche. Et en fait, quand il va décider gauche ou droite, il va te frapper dans l'œil gauche ou droit avec une batte en bois. Parfois, les gardes proposent des immunités. Une fois, par exemple, il y a un garde qui a fait une annonce. Si quelqu'un mange ça, il n'y aura pas de jeu de punition aujourd'hui. Les gens se demandent de quoi il s'agit, de quoi ça. Et en fait, dans la main du garde, il y a quelque chose de long, de foncé, une peau de serpent. Ce jour-là, c'est un petit garçon qui s'est porté volontaire. Mais en vrai, tout le monde est affamé. Comme je vous disais, certains mangent des rats, des 1000 pattes qui traînent dans les dortoirs. Donc cette peau de serpent, c'est pas le pire qu'ils aient vu. Je vous rappelle que ces gens-là, ces enfants et ces adultes, ils avaient un travail, ils allaient à l'école, ils avaient une famille. Et là, ils sont réduits à manger des peaux de serpent et des rats. Imaginez, vous, demain, comme ça, alors que vous avez une vie, vous avez des proches qui vous aiment, vous retrouvez dans cette situation. On ne penserait jamais se retrouver dans une situation comme ça. Et c'est leur cas. Des fois, les gardes prennent des bâtons en bois, ils les trempent dans l'eau salée et puis ils frappent l'arrière des mollets ou la plante des pieds des personnes. Et pourquoi les tremper dans l'eau salée ? Parce qu'une fois que le bâton brise la peau, le sel provoque une douleur encore plus intense. Très souvent, des gens perdent des dents à cause des coups et ça arrive que les gardes finissent le travail, ils leur arrachent les dents qui leur restent une à une. Il y a un survivant qui raconte qu'un jour, il a vu quelqu'un faire une crise d'épilepsie devant lui. Et les gardes, ils ont cru que cette personne faisait semblant. Alors ils ont commencé à le frapper avec une batte en bois. Sauf que le garçon, il a repris connaissance, il a attrapé la jambe d'un garde et il a supplié d'arrêter. Il a demandé pardon. Imaginez, il a demandé pardon. Mais le garde, il était hors de lui. Il a donné un énorme coup de pied dans la tête. Le garçon s'est effondré, ses yeux sont remontés dans ses orbites. Et quand ils sont redescendus, ils étaient flous. Et là, il y a du sang qui a commencé à couler de son crâne. Son corps a été traîné en dehors de la pièce et plus personne ne l'a revu. Si je vous donne tous ces exemples, c'est vraiment pour que vous imaginiez à quel point les gens étaient traités comme des animaux.
Penser, c'était vraiment un luxe. En fait, les gens pensaient à une seule chose, je veux pas être battu, je veux pas être le prochain. Mais vous imaginez bien que quelquefois, il y a eu des tentatives d'évasion, de rébellion. Un jour, il y a ce gars qui s'est révolté, il a demandé devant tout le monde, devant les gardes, ok, pourquoi on est coincé ici? Pourquoi on doit être battu comme ça tous les jours? 4 personnes sont venues l'envelopper dans une couverture. Ils l'ont roué de coups sur tout le corps jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il avait de la mousse qui sortait de sa bouche. Les gardes l'ont sorti, enveloppé dans sa couverture, et là encore, plus personne ne l'a revu. Il y avait des exemples comme ça qui répandaient la terreur dans toute l'assemblée. Plusieurs fois, il y a des évasions massives qui étaient planifiées en secret. Le truc, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un pour les dénoncer. Parce qu'en fait, il y avait un système de récompense, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les dictatures, dans beaucoup de groupes où on veut maintenir l'ordre. On récompensait la personne qui rapportait des informations sur les mouvements de rébellion, sur les personnes qui sortaient des rangs. Et donc, il y a certains, pour survivre, qui balançaient les autres pour avoir la vie moins dure. La peur de faire la moindre erreur était vraiment constante, parce que même si tu survis à la journée, il n'y a rien qui garantit que tu survives la nuit. Parce que tout ça, c'est pas encore le pire. Quand la nuit tombe, c'est autre chose. Vous vous souvenez de Choi qui est arrivé dans le camion réfrigéré avec les autres enfants? Eh bien un soir, un garde est venu voir Choi. Il lui a retiré son uniforme, il lui a demandé de le suivre et l'a fait se laver à l'eau froide. En fait, ce jour-là, c'était sa plus longue douche depuis son arrivée. Ensuite, ils sont retournés dans le dortoir et le garde l'a fait s'allonger sur le lit. Cette nuit-là, le garde l'a agressé sexuellement et c'était tellement violent que Choi saignait de partout. Pendant les 5 années suivantes, Choi a été agressé sexuellement pratiquement chaque nuit, parfois par plusieurs gardes en même temps. Et c'était pas le seul. Pendant la nuit, dans les dortoirs, il y avait très souvent des cris de femmes et de jeunes garçons la plupart du temps. Une autre victime raconte que c'était tellement douloureux qu'elle a dû ramper pour retourner dans son lit. Il y a plein d'enfants qui se font violer comme ça à répétition pendant des années, chaque nuit. Imaginez, ils grandissent là-dedans, ils se construisent là-dedans. On pouvait entendre les gardes dire « Ok, celle-là elle est jolie, ok, on va prendre celui-là » et ensuite la personne se faisait traîner en hurlant. Des fois, les agressions se produisaient alors que d'autres enfants étaient dans la pièce. En fait, très souvent, il y avait des témoins et ils étaient les yeux fermés en essayant de ne pas écouter, en espérant de ne pas être les prochains. Évidemment, ça arrivait qu'une femme tombe enceinte, alors quand les gardes s'en apercevaient, elle était traînée dans l'unité médicale et on l'avortait de force. Choi est dans la cantine ce jour-là. Ça fait longtemps qu'il est ici, c'est un ancien maintenant. Il a enduré le pire du pire et pourtant ce qui va se passer là va le détruire. Il est dans cette grande salle où tout le monde s'empresse de manger, vous savez, on a 3 minutes, quand il le voit, son petit frère. Il est là, à quelques mètres devant lui, avec le même air perdu et terrorisé que Choi avait la première journée où il est arrivé ici. Son petit frère, il était en train de jouer tout seul dans une boutique de jeux vidéo quand il a été enlevé. Incroyable, ils se retrouvent tous les deux là. Et donc Choi reste là, à le fixer, sans trop savoir quoi dire, puis il se met à pleurer. Parce qu'il sait très bien dans quel enfer son frère vient de mettre les pieds et il sait très bien qu'il n'y a aucun moyen de sortir. Donc il ne se sent pas le courage de l'approcher. Puis il faut dire que Choi, il a beaucoup changé aussi. C'est plus du tout le même que quand il est arrivé. Il a 19 ans maintenant. Il est arrivé quand il avait 14 ans. Imaginez, il est traumatisé, il est changé à tout jamais. D'ailleurs, il pèse plus que 36 kilos. Alors peut-être qu'à ce moment de la vidéo, vous vous demandez pourquoi ce lieu existe, pourquoi rassembler des milliers de personnes et torturer ces gens pour rien. En plus, ce genre d'endroit, ça coûte de l'argent. Comment on fait tourner cet endroit? D'où vient l'argent? Qui finance ça? Pourquoi? Qui en profite? Et puis, tous ces gens, pourquoi eux? Je veux dire, c'est des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, des parents, un travail. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous expliquer. Dans la région de Busan, en Corée du Sud, des adultes et des enfants disparaissent de plus en plus. Chaque semaine, quelqu'un s'évapore, on ne sait pas où. Et on a des parents qui sont indignés, bien sûr, comme ce chef d'entreprise de papier toilette. Son fils, Jung, 12 ans, a disparu. Il a juste disparu. Et les autorités font rien. Son fils était promis à un bel avenir. Tout le monde disait qu'un jour, il serait président. C'était un premier de la classe, poli, vraiment un bon garçon. Et là, il a disparu. Et tout le monde s'en fiche.
Dans la région, il y a de plus en plus d'histoires comme ça. On raconte qu'avant de disparaître, les adultes et les enfants se font approcher par des hommes habillés en costume, ou plus précisément en habits de policiers. Très souvent, ces scènes se passent dans des stations de métro. Mais pourquoi des policiers kidnapperaient des gens pour les emmener dans un centre de torture ? Eh bien, voici la raison. Pendant que Brothers Home est rempli de gens innocents, des milliards de dollars sont dépensés pour voir des gens s'affronter, pour voir qui l'emporte pendant que le reste du monde regarde. C'est pas pour Brothers Home, c'est pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se passent en même temps que notre histoire, au même endroit, en Corée du Sud, et ça a un énorme lien avec notre affaire. Je vous explique. Si les JO, c'est un événement incroyable, il y a aussi des côtés moins cool. Tous les 4 ans, les JO s'organisent dans un pays différent. Et pour le pays qui les accueille, c'est un bazar pas possible parce que d'un coup, il faut minimum 400 000 chambres d'hôtel disponibles pour les spectateurs. Il te faut un village olympique pour accueillir 15 000 athlètes, arbitres, officiels. Et il te faut aussi les infrastructures de transport pour que tout le monde puisse circuler. Si jamais tu les as pas, il faut les construire. Bref, ça a beaucoup d'avantages pour le pays d'organiser les JO parce que ça te crée une pub immense et tu rayonnes à l'international. Mais c'est aussi beaucoup de dépenses. Il y a un autre problème aussi quand tu organises les JO, tu fais quoi de ta population de sans-abri ? Parce que pendant cet événement qui va attirer la planète entière, on veut cacher ce qui n'est pas parfait. Du coup, au moment de notre histoire, c'est au tour de la Corée du Sud d'accueillir les JO. On est à la fin des années 80 et la Corée du Sud est vraiment pas développée comme aujourd'hui. Donc niveau tourisme, économie, tout ça, accueillir les JO, c'est une super opportunité pour le pays de faire une super pub, d'attirer des touristes et c'est aussi l'occasion de montrer à quel point ils sont forts et avancés auprès de la Corée du Nord avec qui, vous le savez sûrement, ils sont pas très copains. Alors le pays se lance dans une mission, il faut que le pays soit le plus présentable possible pour les visiteurs étrangers. Time to shine. Et si c'est laid, il faut nettoyer, y compris les êtres humains. Donc voilà le mot d'ordre, il faut absolument se débarrasser des indésirables. Alors le gouvernement sort un nouveau terme pour ces gens à nettoyer, des vagabonds. Et la définition du mot est super importante, vous allez comprendre pourquoi. Au début, ça désigne toute personne sans domicile fixe, sans emploi régulier, qui vit en mendiant et se déplace d'un endroit à un autre. Ces vagabonds seront arrêtés et envoyés dans une infrastructure de réhabilitation. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Le problème, c'est que si tu veux arrêter quelqu'un pour cause de vagabondage, il faut qu'il remplisse tous les critères. Donc sans abri, sans emploi, se déplace, enfin bref, c'est compliqué. Alors le gouvernement décide de changer un peu la définition. Les nouveaux critères, pour être un vagabond, ça devient boire dans un lieu public, un parc, une terrasse d'un resto, un trottoir, n'importe où. Boire dans une ruelle après avoir acheté à une épicerie, faire une scène en étant saoul dans un bar, avoir l'air négligé. Donc par exemple, si tu t'es pas coiffé, pas rasé depuis quelques jours, t'as l'air négligé. Dormir dans une station de métro, dans un train ou sur un banc. Regarder la télévision dans une gare ou une station. Selon les autorités, si la personne avait un domicile, elle regarderait la télé chez elle, pas dans le métro. Donc si tu regardes la télé dans le métro, t'as pas de domicile. En plus de cette nouvelle définition, et là vous allez comprendre, c'est ça qui va tout changer, c'est que le gouvernement met en place un système de récompense. Chaque policier gagne des points pour chaque personne qu'il arrête en tant que vagabond. Et un certain nombre de points égale une prime en argent. Donc maintenant, il y a une incitation à arrêter les gens. Et c'est là que tout leur système marche plus du tout. Parce qu'à ce stade, tout le monde peut être considéré comme un vagabond. Même des gens qui attendent le train, qui regardent pendant 5 minutes la télé, qui rentrent du travail, qui s'endorment dans le bus. Et les policiers, eux, ils veulent leur prime. Et c'est super pratique. Ils vont pouvoir se faire plein d'argent parce qu'ils peuvent arrêter n'importe qui. Mais les policiers, ils doivent faire attention à qui ils arrêtent parce qu'ils veulent pas faire de vagues. Ils peuvent pas arrêter la femme du maire, le fils du chef de police. Donc, ils vont arrêter des gens dont l'absence va pas trop faire de bruit. Mais dans tous les cas, même si y a des parents qui se révoltent ou des proches qui se révoltent, tout ça est officiel, c'est la police, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Personne ne peut porter plainte, ils sont dans leurs droits. Et là, je vous arrête, il y a un détail important à savoir, c'est qu'au moment de notre histoire, la Corée du Sud, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis en Corée du Sud, mais à ce moment-là, c'est une dictature. Donc voilà, la loi du vagabondage est lancée,
Et bien sûr, il y a des choses qui sont cachées au public. Le public, lui, il pense que ces vagabonds, c'est des pickpockets, des criminels, et que la société veut les protéger, on veut éloigner le danger, on leur veut du bien, on leur promet une ville plus sécuritaire, alors pourquoi s'opposer à ça? Après, il y a quelques personnes qui s'indignent, mais bon, elles ont absolument aucun pouvoir, elles crient dans le vent. Et donc, le programme est lancé, les gens commencent à être déportés dans ce centre, sauf que le gouvernement diffuse des vidéos de propagande où on voit tous ces méchants pickpockets, ces bandits, parce qu'ils les mettent vraiment en scène, on montre que c'est des méchantes personnes, dans ce beau centre de réhabilitation qui les traite bien, on fait ça bien avec des belles assiettes bien remplies et tout. Donc en fait, on les remet sur le droit chemin, alors pourquoi s'opposer à une aussi bonne initiative du gouvernement? Donc voilà, c'est comme ça que ça passe. Il faut savoir qu'en définitive, seulement 10% des détenus de Brothers Home étaient vraiment des vagabonds. C'est fou, 10%. Bien sûr, même ces 10%-là, même les 10% de vrais vagabonds, méritaient pas du tout d'être là, on est d'accord. Mais ça veut dire que 90%, c'est des gens qui étaient arrêtés en plein dans leur journée. Alors voilà la vraie raison de la création de Brothers Home. C'est un camp financé par le gouvernement pour purifier la Corée du Sud en vue des Jeux Olympiques. Entre les murs de Brothers Home, la majorité des gens comprennent pas du tout ce qu'ils font là. On a Yeon qui marchait dans le métro avec de l'argent cash dans les mains. Il s'offrait une petite journée de vacances, il comptait aller à la plage. Il travaillait à temps plein dans un restaurant et il avait économisé pour cette journée-là. Quand le fourgon blanc l'a emmené, il n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait. Quand il est arrivé à Brothers Home, un groupe de gardes armés de battes de baseball l'a tabassé, lui et le groupe avec qui il est arrivé. Finalement, il y a un garde qui l'a approché alors qu'il était recroquevillé en boule par terre. Ok, peut-être qu'il allait avoir enfin une explication. Le garde lui a demandé s'il venait de Busan. Yeon lui a répondu fébrilement que oui, il était là pour une journée à la plage. Et le garde, le regard froid, lui a répondu « Non, t'as volé de l'argent, t'es un mendiant ». C'est la seule explication que Yeon aura. Jung, 12 ans, le fils du chef d'entreprise qui vend du papier toilette, vous savez, il est enfermé à Brothers Home, lui aussi. À chaque fois qu'il va aux toilettes, juste avant de toucher la poignée pour ressortir, il ferme les yeux, il prend une grande inspiration et il fait un vœu. Quand j'ouvrirai cette porte, je serai plus à Brothers Home, ce sera ma maison, mon père sera là en train de cuisiner quelque chose. Et puis il ouvre la porte et il est toujours là. 2 années passent dans cet enfer jusqu'au jour où Jung lève les yeux et il voit un homme debout au milieu du terrain. Celui qu'il espérait voir tous les jours venir pour le sauver est là, son père. Il est sur le point de courir, de se jeter dans ses bras. Ça y est, il est sauvé. Mais il s'arrête net. Son père porte un survêtement bleu, lui aussi. Il est enfermé comme lui. Comme l'histoire de Choi qui se retrouve avec son frère, Jung se retrouve avec son père dans Brothers Home. Et ça, c'est pas des exceptions en fait, ça va arriver plusieurs fois. Et en fait, ça s'explique assez logiquement. C'est parce que, vous allez voir, je vais vous expliquer pour le père ce qui s'est passé, vous allez comprendre. Donc Jung est en face de son père, complètement abattu, parce que son père c'était son seul échappatoire, son seul espoir pour sortir. Et maintenant, plus personne pourra venir les sauver. Les jours suivants, il essaye de l'éviter parce qu'il ne veut pas attirer des ennuis à son père. Mais son père, lui, il l'a vu. Un jour, il s'approche de Jung et il lui demande discrètement s'il mange bien. Et puis il regarde nerveusement autour de lui et il glisse un petit gâteau de riz dans les mains de Jung. Le père, il avait gardé ce gâteau pendant des jours pour lui donner un moment propice. En fait, quand Jung a disparu, son père a passé 1 an entier à le chercher. Il le cherchait dans toutes les gares, les métros, il cherchait partout. Il demandait à tout le monde si quelqu'un avait vu son fils. Vraiment, il s'arrêtait pas. La police, évidemment, lui a rien dit du tout. Ils lui ont pas du tout dit qu'il s'épuisait pour rien et que Jung avait été envoyé à Brothers Home, alors qu'ils le savent très bien. C'est eux qui sont en charge des enlèvements. Ils lui ont juste dit qu'il avait peut-être fugué. Le père, il n'y a pas cru et il a continué à chercher, mais imaginez la détresse et la tristesse et tout ce qu'il a dû ressentir, alors il s'est mis à boire. Un jour, il était saoul et il est allé au poste de police pour protester. Et c'est pas un homme violent, il voulait juste se faire entendre, il voulait juste qu'on l'aide à retrouver son fils. Mais les policiers, quand ils l'ont vu dans cet état, ils ont sauté sur l'occasion et ils ont décrété que c'était un vagabond.
Et voilà, c'est comme ça qu'il a été envoyé à Brothers Home et qu'il a finalement pu retrouver son fils. Et dans Brothers Home, il y avait souvent des membres de famille réunis comme ça, parce que ce genre de situation arrivait assez souvent, des parents démunis qui cherchaient leur fils et qui devenaient gênants pour la police, et ben on les envoyait dans le centre. Ou alors tu avais le frère ou la sœur qui traînait tout seul parce qu'il avait plus son grand frère ou sa petite sœur, et voilà, vagabond. Donc il y avait souvent des mêmes membres de famille qui se retrouvaient là. Et vous vous souvenez, le soi-disant jeu où on fait s'affronter 2 personnes jusqu'à la mort, ça arrivait qu'ils fassent s'affronter des gens d'une même famille. Les années passent pour Jung et son père. Jung, quasiment quotidiennement, a vécu l'enfer. Il a vécu les agressions sexuelles, les coups, enfin bref, c'était horrible tous les jours pour lui. Et un jour, il est dans la cour, il y a un soleil de plomb, il est épuisé, et là il remarque que les gardes sont tous occupés. Et il voit un bâtiment au loin, et il remarque que s'il arrive à monter sur le toit, il pourrait sauter sur le mur de 9 mètres. Et bon, il y a des morceaux de verre, mais peut-être que s'il se débrouille bien, il pourrait sauter par-dessus. Alors, il tente le tout pour le tout. Il se met à courir comme un fou. Il sait très bien que s'il se fait arrêter, c'est fini pour lui, donc il fonce. Il monte sur le toit et il saute. Et il atterrit de l'autre côté. Il a atterri de l'autre côté du mur, et devant lui, c'est la forêt. Alors il court à toute vitesse dans les bois, et là, il tombe sur une immense clôture barbelée. Il réfléchit pas, il l'escalade, sa peau se déchire, mais il ressent rien, il veut juste fuir. Et il y arrive, il passe de l'autre côté des barbelés. Et là, il entend quelqu'un derrière lui. Levez les mains, bougez plus. Il lève ses mains pleines de sang et il voit un homme en uniforme militaire. C'est pas un garde de Brothers Home. Et en fait, avec l'adrénaline, avec la peur, il s'est pas rendu compte qu'il avait couru vraiment loin, il s'est enfui tellement loin qu'il a fini par rentrer dans une base militaire. Et quand il comprend ça, il supplie le soldat. Il le supplie de ne pas le ramener là-bas, de le laisser partir. Le soldat le met dans une voiture et il se met à rouler. Et Jung il continue à le supplier en larmes, me ramenez pas dans cet enfer. Et puis d'un coup la voiture s'arrête, le soldat ouvre la portière et le jette dehors. Jung se retrouve tout seul sur la route, libre. Le soldat l'a pas ramené, il l'a libéré. Et donc Jung regagne la ville, mais sauf que là il se sent super mal parce que son père est encore enfermé là-bas. Il sait pas quoi faire, il va pas aller à un poste de police parce que il a confiance en personne maintenant. Jung décide alors que s'il veut sortir son père de là, il doit d'abord essayer de survivre lui-même. Je vous rappelle, il n'a pas appris à être un adulte, il connaît rien à la vie, au monde, il est totalement seul quoi. Et il trouve quand même un job dans un centre de distribution de journaux et il se met à travailler là-bas tous les jours, il dort et il mange même là-bas et ça dure comme ça pendant quelques mois. Jusqu'au jour où la police vient le voir. « Mais t'es pas un vagabond toi ?» Mais c'est pas une question, c'est une condamnation. La police l'embarque et quelques heures plus tard, Jung est de nouveau dans un lit superposé en survêtement bleu à Brothers Home. Il est de retour dans cet enfer. Anne, 9 ans, et sa grande sœur, 12 ans, ont été emmenées au poste de police par leur père. Il y a plusieurs versions de cette histoire. Le père aurait laissé ses enfants là parce qu'il avait une course à faire. J'ai vu aussi, selon certaines sources, que le père aurait voulu les abandonner. Mais dans tous les cas, il a laissé ses enfants à la police en pensant qu'ils seraient entre de bonnes mains. Grosse erreur. Dès que le père a tourné les talons et qu'il est parti, les policiers ont envoyé les pauvres enfants à Brothers Home. Ils ont jeté Anne et sa sœur dans un fourgon réfrigéré. Les enfants n'ont pas compris, ils ont crié « Mais papa nous a dit d'attendre ici, notre père revient !» Évidemment, on leur a donné aucune explication. Anne avait tellement peur dans le fourgon, sa sœur le prenait dans ses bras pour le rassurer, mais il n'arrêtait pas de pleurer. Alors un garde est monté à l'arrière et l'a giflé tellement fort qu'il s'est évanoui. À chaque fois qu'ils se retrouvaient dans la cour, Anne et sa sœur, elle courait vers lui et elle lui disait « T'inquiète pas, on va s'échapper, perds pas espoir, papa va venir nous chercher ». Elle essayait vraiment tout le temps de le rassurer, elle cherchait constamment un moyen de s'échapper, même s'il n'y avait pas vraiment moyen, il n'y avait pas vraiment de plan possible, mais elle lui donnait toujours espoir. Et à chaque fois qu'elle courait vers lui, comme ça dans la cour, elle se faisait plaquer au sol et battre devant Anne, parce que t'as pas le droit de faire ce genre de choses. Mais elle avait beau se faire frapper, punir, torturer, rien l'arrêtait, elle cherchait toujours à rester avec son frère et à trouver des plans d'évasion. Et les années passent.
Anne a 14 ans quand il se fait approcher par un garde une nuit. Il l'a forcée à se coucher à plat ventre, lui a craché dessus et l'a agressée sexuellement. La douleur était tellement intense que Anne n'arrivait même plus à respirer. Pour sa sœur, c'était son quotidien depuis son arrivée au camp. Ce que les gardes lui faisaient, c'était vraiment affreux. Alors avec les années, elle a commencé petit à petit à perdre la raison. Elle a commencé à parler au mur. Elle ressentait même plus sa propre douleur quand elle se faisait battre. Mais elle était quand même encore là, parce que quand Anne se faisait frapper dans la cour, elle courait et elle couvrait son corps avec le sien. Ça changeait rien parce que les deux se faisaient battre au final, mais elle essayait encore de protéger son frère. Un jour, il y a un garde qui est en train de la tabasser devant lui, et le garde, il dit à Anne, « Écoute-moi bien, je m'arrêterai pas de la tabasser tant que tu lui diras pas, arrête de venir me chercher, espèce d'idiote. » Alors pour abréger les souffrances de sa sœur, Anne lui répète encore et avec conviction, parce que les gardes veulent qu'il le dise avec conviction, « Ne viens plus me chercher, espèce d'idiote. » Finalement, elle a été envoyée à l'aile psychiatrique. Et vous vous souvenez, c'est vraiment pas l'endroit où tu veux finir. On te drogue de force en continu et Dieu sait quelles horreurs encore on te fait subir. Mais voilà, elle a été emmenée là-bas. Mais Anne, au péril de sa vie, il grimpait à la fenêtre juste pour la voir, pour s'assurer qu'elle aille bien. Il pensait, peut-être que si elle voit mon visage, elle ira mieux, elle perdra pas la tête et elle se dira, je dois être forte et tenir pour sortir d'ici. Sauf que à chaque fois qu'il regardait par la fenêtre, il la reconnaissait plus. Elle était plus là. Il la drogue en continu avec des antipsychotiques super puissants à très haute dose et elle est devenue complètement absente. Elle a les mains attachées et elle est plus là. Anne doit maintenant continuer tout seul. À Brothers Home, quelque part dans un des bâtiments, il y a un coffre-fort rempli de millions de dollars. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Des gens dépensent des millions et des millions pour cette horreur, des hauts placés, des VIP. Premièrement, les premiers VIP qui payent, c'est les gens au pouvoir dans la dictature en place. En gros, le gouvernement. Sous forme de subventions, ils payent pour faire tourner cette machine infernale. Mais cet argent est détourné. Par exemple, il y avait une somme d'argent prévue pour les repas, assez pour nourrir 3000 personnes. Sauf qu'il y a seulement un tiers de cet argent qui était utilisé pour ça. Le reste allait dans le gros coffre-fort. Qui d'autre paye pour ça ? Eh bien des riches donateurs de l'étranger, dont beaucoup d'Américains. Vous vous souvenez de la gigantesque église ? Eh bien, c'est un prétexte pour attirer des dons. En gros, sous couvert de « Oh, regardez ce centre de réhabilitation religieux », eh bien, ils attirent des dons de gens fortunés du monde entier. Alors, petite précision, on ne sait pas si ces gens savaient la vérité. On sait que ce centre de réhabilitation avait l'air légitime, le gouvernement le finançait, il y avait de la propagande positive, donc on ne sait pas exactement s'ils savaient, ça avait l'air légitime. En tout cas, là encore, ces dons venaient remplir le gros coffre-fort. Et l'argent s'accumule, encore et encore, et les personnes prisonnières du camp meurent de faim. Mais Brothers Home a encore une manière de remplir sa tirelire géante. Puisqu'on a tous ces gens, pourquoi on ne les ferait pas travailler ? Les gens fabriquent des jouets pour enfants, de la papeterie, des cure-dents, des chaussures pour bébés, enfin vraiment plein de trucs. Il y a un survivant qui raconte que si la production n'était pas atteinte, ils arrêtaient tout et ils envoyaient tout le monde dans des champs pour frapper les gens un à un avec des pinces géantes ou des marteaux, surtout sur l'intérieur des cuisses. Les pires postes, c'était les usines de fabrication d'hameçons. Parce que quand on travaille à toute vitesse pour fabriquer des hameçons, ils se coincent sous les ongles. Et un hameçon, par définition, une fois qu'il a attrapé quelque chose, il ne le lâche pas. Donc quand l'hameçon se coince et que tu dois le retirer, t'arraches ton ongle avec. Et Brothers Home encaisse l'argent pour ses produits, profite de cette main-d'œuvre gratuite et touche plein de subventions du gouvernement. Les jeunes de 14-15 ans étaient forcés de porter des sacs de 25 kilos d'un endroit à un autre pour les chantiers de construction. Ça, c'est fou aussi, parce que c'est eux qui construisaient les bâtiments, c'est eux qui construisaient les murs, l'église, l'endroit où ils étaient prisonniers. Un jour, alors qu'ils sont en train de déplacer des sacs super lourds sous le soleil, il y a quelqu'un qui s'est arrêté un moment pour se reposer. Le garde lui a fracassé la tête avec une batte en bois et il est mort sur le coup. C'est à ça que ressemblaient les journées de construction. La tirelire se remplit vraiment bien quand des enfants sont vendus à l'international. Des bébés, des enfants de 3 ans, les plus jeunes en général, sont vendus pour être adoptés.
Et vous savez, dans Squid Game, attention petit spoiler, quand il y avait des perdants, ils étaient censés être abattus, mais certains n'étaient pas vraiment tués. Ils étaient amenés dans le sous-sol, et là, il y avait un médecin qui vendait leurs organes. Et bien là aussi, ça arrivait qu'ils vendent les corps pour des études médicales. Ils vendaient les corps. Aux portes de Brothers Home, un homme tambourine foudrage. Tout le monde l'entend. Qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Il est au courant qu'il est aux portes de l'enfer? Qui voudrait rentrer à tout prix comme ça? Finalement, les portes s'ouvrent et laissent entrer un homme d'une 50aine d'années. Il est entouré de gardes. L'homme scrute la foule et il regarde chaque visage. Choi et son frère le reconnaissent. Leur père. Leur père est venu les chercher et on ne sait pas par quel miracle, mais les gardes ne l'enferment pas avec eux, ils le laissent rentrer. Le père frappe à la porte depuis des jours, les gardes en ont marre, alors ils ont décidé de rendre ses enfants à ce père. Choi et son frère repartent avec leur père libre. À cause de cet événement et d'autres événements isolés, de plus en plus d'histoires remontent aux oreilles des citoyens. À Brothers Home, il se passerait des choses horribles. Il y a quelques survivants qui sont échappés, on entend des histoires. Et un beau jour, il y a un groupe qui vient frapper aux portes de Brothers Home et c'est un procureur accompagné de forces de l'ordre qui ont un mandat. Avec eux, dans une mallette, des tonnes de photos, des gens enchaînés par les chevilles, entassés dans un entrepôt, verrouillés de l'extérieur avec un cadenas, enfin ils ont des preuves. Et le procureur est indigné et il est déterminé à ne pas laisser faire ça. La première chose qui frappe le groupe d'officiels quand on leur ouvre, c'est l'odeur. Ça sent la graisse humaine. Et ce qu'ils voient à l'intérieur, ils sont choqués. Pendant la perquisition, ils trouvent un énorme coffre-fort dans un bâtiment de la direction contenant 8 millions de dollars et plein de devises étrangères. Et la direction, d'ailleurs, parlons-en. Le procureur demande à voir le directeur. Monsieur Park In-hoon débarque, c'est un homme banal d'une 50aine d'années. C'est un ancien boxeur un peu trapu. Monsieur Park, c'est lui qui détourne l'argent des subventions. C'est lui qui gère cet endroit, qui fait les règles et qui prend les décisions. C'est aussi lui, avec le pasteur Lim, qui est son beau-frère au passage, qui cogne les gens dans l'église, vous savez. En fait, tout le complexe est géré par Park et son beau-frère et sa femme, c'est une affaire familiale. Park, il est ami avec le directeur, il connaît les bonnes personnes, alors il se croit invincible. Il a un aplomb de fou, il se croit dans ses droits à 100%. Alors quand il est arrêté par le procureur, il est outré. Comment ça on l'accuse d'enlèvement, de séquestration, de travail forcé de milliers de personnes? Au premier procès, le directeur Park a été reconnu coupable de détention illégale et de détournement de fonds. Il a été condamné à 10 ans de prison et une amende de 500 000 $. Mais attendez, Park a fait appel, donc second procès. Et à l'issue de ce second procès, au lieu de 10 ans, il est condamné à 4 ans de prison et l'amende réduite à 0. 40 000 personnes sont passées à Brothers Home. 40 000 personnes dont la vie a été détruite. Il y a 650 personnes officiellement qui sont mortes à Brothers Home, mais il est très probable qu'en réalité, le chiffre soit bien plus élevé. La plupart ont passé entre 4 à 10 ans dans cet enfer qui a fonctionné de 1976 à 1987. Il y avait constamment une moyenne de 3500 personnes simultanément dans le centre. Au total, comme je vous disais, 40 000 personnes qui ont été emmenées là-bas de force. La plupart subissaient tous les jours des violences et des agressions sexuelles extrêmes. On les forçait à travailler dans des usines 12 heures par jour sans salaire. On les a torturés, tués, vendus. Et le directeur Park, il a une réduction de peine. Mais là encore, rebondissement. Cette peine a aussi été contestée. Finalement, sa condamnation définitive est réduite à 2 ans et demi de prison et aucune amende. Apparemment, il n'y aurait pas assez de preuves que Park retenait des gens contre son gré. Et les autres, la femme de Park, le pasteur Lim, les gardes, personne n'a été jugé. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'à sa sortie, lui et sa femme c'est incroyable, ont continué d'ouvrir des centres de réinsertion et à toucher des subventions du gouvernement. Et donc ils deviennent riches et ils s'installent en Australie, dans une immense villa, où Monsieur Park martyrise ses employés au passage. Avance rapide, on est en 2016, et le directeur Park meurt. Mais sa femme est toujours vivante, par contre,
ainsi que son beau-frère, le pasteur Lim. Une chaîne d'infos a tenté de l'interviewer, ils lui ont demandé « Est-ce que vous avez l'intention de présenter des excuses aux victimes ?» Le pasteur a ri et il a répondu « M'excuser de quoi ?» Quand l'affaire a explosé, le centre a fermé, tout a été remplacé par des immeubles résidentiels. Les jeunes enfants ont été mis dans des bus envoyés dans des orphelinats. Là-bas, les personnes qui se sont occupées d'eux étaient vraiment choquées parce que les enfants sont arrivés dans un état physique et mental hallucinant. Ils avaient tellement manqué de nourriture qu'ils léchaient les assiettes avec leur langue comme des chiens. Ils avaient des habitudes vraiment d'animaux en fait. Et ils avaient tellement été habitués à la violence qu'ils passaient tout leur temps à se battre entre eux. Et les adultes, ils ont été renvoyés chez eux. Mais en fait, c'est un grand mot parce que toutes les victimes ont été balancées comme ça dans la ville, sans argent, sans ressources. Voilà quoi, ils les ont jetés dans la rue comme des mendiants. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'au moment où Brothers Home a fermé et que tout le monde a été libéré, la société, elle voulait pas les accueillir. La société a été avertie que les bandits arrivaient en masse, les pickpockets arrivaient en masse. Et les gens, ils voulaient pas les voir arriver, ils avaient peur. Ils avaient été embrigadés par la propagande, donc ça change pas du jour au lendemain, ça. Alors si tu essayais de trouver un emploi et que tu disais que tu venais de Brothers Home, ils t'embauchaient pas. C'est terriblement triste, mais c'est ce qui a fait que beaucoup sont morts de faim au fil des années. Ils ont fini dans la mendicité, beaucoup souffraient de problèmes mentaux à cause de ce qu'ils avaient vécu, donc ça a créé beaucoup de détresse humaine, quoi. Ça a mis des années avant que les gens se rendent compte que Brothers Home, c'était pas un merveilleux centre de réhabilitation qui était vraiment fait pour aider les déchets de la société, parce que c'est comme ça qu'ils présentaient le truc, quoi. Donc les victimes, les survivants n'ont pas du tout été accueillis. Les années sont passées depuis la fermeture de Brothers Home, mais notre histoire n'est pas terminée. Devant le Parlement national de Corée du Sud, il y a un groupe de 10 personnes qui protestent depuis 3 ans. Ils vivent devant le Parlement sous des tentes. Des fois, on les voit marcher, des fois, ils sont silencieux avec une pancarte dans les mains, des fois, ils arrêtent de manger et on doit les supplier de manger parce qu'ils deviennent trop maigres. Ils ont la tête rasée pour attirer l'attention. Ce sont les victimes de Brothers Home. Parmi eux, il y a Han et Choi. Les années sont passées, mais eux, ils n'ont rien oublié. Ils savent bien que tout le monde les déteste, cette image de vagabond, de sous-humain leur colle à la peau depuis le début. Mais ils lâchent pas et ils protestent pacifiquement. Pendant une des manifestations, il y a un citoyen qui a saisi Han par le col et qui lui a craché au visage, qui lui a dit « Alors, même des gens comme toi, de la racaille, veulent de l'argent des contribuables. » Han, Choi et les autres se sont fait insulter, décourager, mais ils sont restés là, chaque jour, à raconter leur histoire. Il n'y a aucun média qui est venu parler directement aux victimes de Brothers Home, personne n'a écouté ce qu'ils avaient à dire, alors eux, ils sont là pour témoigner. Et plus de 30 ans plus tard, 30 ans après cet enfer, en 2020, Han, Choi et les autres sont enfin entendus. Le gouvernement signe enfin une réouverture de l'enquête. L'affaire de Brothers Home est ouverte. Grâce à l'obstination de Han, de Choi et d'autres survivants qui se sont battus sans relâche, au moment où je vous parle, il y a une enquête qui est en cours. C'est difficile étant donné que le directeur Park est mort, que toute sa famille a immigré en Australie et que ça fait des années. Mais il faut savoir qui était impliqué, il faut qu'il y ait un vrai procès. Quelle station de police a arrêté les gens, quels policiers ont commis les enlèvements. Aujourd'hui, Han, il fabrique des miniatures du complexe. Pour faire avancer l'enquête, et peut-être pour avancer lui aussi, il reconstruit à l'échelle des miniatures détaillées de l'église, de chaque bâtiment, des dortoirs, des gens avec les survêtements bleus. C'est vraiment fou son travail. Sa sœur est maintenant internée dans un hôpital psychiatrique. Tous les deux ont beaucoup de problèmes avec la nourriture et la sœur de Han a une obsession avec le fait de boire de l'eau. Dès qu'elle a de l'eau ou un liquide sous la main, il faut le lui enlever parce qu'elle boit en très grande quantité. Elle se casse aussi les ongles tout le temps. Choi, celui qui avait été accusé d'avoir volé du pain, raconte qu'une fois que lui et son frère ont été libérés grâce à leur père, vous vous souvenez, il a eu énormément de mal à se réadapter à la société. Mais pour son frère, c'était encore pire. 23 ans après leur sortie, le frère de Choi s'est donné la mort. Aujourd'hui, lui et la plupart des survivants et victimes ne peuvent plus vivre sans médicaments. Tension artérielle, antidépresseurs, anxiolytiques, ils ont tellement de complications de santé à cause de ce qu'ils ont vécu et aussi beaucoup de cauchemars. La plupart font des cauchemars terribles.
Et vous vous souvenez de Jung, le fils du chef d'entreprise qui vendait du papier toilette. Son père l'a cherché partout et finalement il a atterri lui aussi à Brothers Home. Jung s'est échappé et s'est à nouveau retrouvé dans cet enfer quelques mois plus tard. Et bref, finalement, ils ont tous les deux été libérés. Mais c'est vraiment triste parce que le père va décéder quelques mois seulement après avoir quitté Brothers Home. Jung, lui, va évidemment prendre des années à se reconstruire. Aujourd'hui, il va bien, si on peut dire. Il a encore beaucoup de traumatismes, mais il a repris une vie normale. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont devenues défigurées, handicapées à vie ou paralysées à cause de Brothers Home, mentalement brisées aussi. Et le pire, c'est que parfois les victimes ont du ressentiment envers leurs parents plutôt qu'envers l'institution. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés quand ils étaient enfants et qui attendaient leurs parents. Il y en a beaucoup aussi qui doivent dealer avec le syndrome de la culpabilité du survivant. Parce qu'il y en a plein qui ont assisté à des scènes horribles et qui n'ont rien fait. Mais ils n'ont rien fait parce qu'ils étaient terrorisés. Il y en a plein qui pensent « j'aurais pu faire quelque chose », tu vois, ils ont des scènes qui les hantent. Il y a un autre survivant qui raconte « j'étais un enfant, j'avais une maison, des parents, des frères et sœurs. Je comprenais pas pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais piégée dans un endroit pareil. » Et c'est grâce aux survivants, grâce à eux qu'on a tous ces témoignages, notamment Anne qui a écrit un livre où il y a beaucoup de détails. D'ailleurs, Anne dit à un moment donné que les gens cherchent un faux réconfort en se disant « ces choses-là, ça arrivera plus, c'est pas à notre époque, pas maintenant ». Mais si la même situation se produit à nouveau, que diriez-vous? Peut-être que ce sera vous ou vos proches. Est-ce que là, vous vous en préoccuperez? Alors, qu'est-ce que vous pensez du lien entre Squid Game et Brothers Home? Faut savoir que le créateur de Squid Game a dit qu'il n'y avait pas de lien entre son œuvre et la vraie histoire, il l'a démenti en interview. D'ailleurs, il y a des fausses infos qui circulent, comme ces images. En fait, ces images ont été créées par intelligence artificielle, c'est pas du tout des images de Brothers Home. Mais quand même, le créateur de Squid Game, il a la cinquantaine. Et il avait 15 ans quand cette histoire s'est passée, et il était en Corée du Sud. Donc, il a grandi avec Brothers Home, avec les images de propagande, avec le scandale, avec toute l'histoire. Et il y a quand même des ressemblances troublantes entre Squid Game et Brothers Home. Les fourgons, quand les gens se font enlever, les dortoirs avec tous les liens en métal, les uniformes, les numéros, les photos d'identification. Dans Squid Game, on a un recruteur qui est très bien habillé, qui traque les gens dans le métro. À Brothers Home, aussi, on a des recruteurs qui traquent des gens dans le métro. Dans la série, on a un centre avec des jeux d'enfants morbides financés par des élites mondiales. Dans la réalité, le centre a aussi des jeux d'enfants où si tu perds, tu meurs, et il est aussi financé par des élites, la dictature en place, mais aussi tous les dons des riches qui passent par l'église, vous vous souvenez. Dans la série Squid Game, il y a aussi beaucoup de moments où des membres de la même famille sont réunis dans les jeux. À Brothers Home, il y a des fois des familles entières enfermées ensemble. Comme je vous le disais, ça arrivait que des membres d'une même famille soient forcés de se battre les uns contre les autres. Et attention, gros spoiler de la saison 1 de Squid Game, on a le personnage principal qui gagne les jeux. Et dans la saison 2, il retourne dans cet enfer. Ça fait un peu penser à l'histoire de Jung, le fils du vendeur de papier toilette, qui sort une première fois et qui se retrouve à nouveau à Brothers Home. Souvent dans la série, les joueurs sont qualifiés de moins que rien, c'est des gens plus humains qui méritent de disparaître, parce qu'ils ont des dettes, parce qu'ils sont pauvres. Le recruteur pense comme ça, le directeur des jeux pense comme ça. On a même une scène où le recruteur va chercher des gens dans la rue, des vrais vagabonds. Mais la grosse différence, c'est que dans la série, les participants ont toujours le choix de participer ou non. Les détenus de Brothers Home, ils n'ont jamais eu le choix. C'était un camp de concentration où 40 000 personnes ont été emprisonnées contre leur volonté juste parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà pour cette histoire hallucinante. Alors, j'ai une question pour vous. Selon vous, qui est le plus coupable dans cette affaire? Parce que je vous rappelle que même si l'enquête est ouverte, en ce moment, tous les gens impliqués sont libres. Ça, c'est vraiment fou. Alors, est-ce que c'est plus le gouvernement, la direction de Brothers Home, les policiers, les JO indirectement? C'est sûr qu'ils ont tous leur part d'implication. Et c'est important qu'il y ait un procès parce que certains survivants sont toujours vivants, notamment les enfants qui aujourd'hui ont 40-50 ans à peu près et qui attendent encore qu'on leur rende justice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On était sur une vidéo vraiment longue, mais c'est tellement... Et je suis passée en plus sur des histoires, j'ai dû résumer
Mais c'était vraiment, vraiment fou, tellement intéressant. Je sais pas comment vous avez trouvé cette histoire, mais moi je suis tombée dans le rabbit hole. En tout cas, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Moi j'espère que vous ferez pas trop de cauchemars cette nuit et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye.